Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui, je te présente un échange avec Thierry Breuil. Alors Thierry, il est multiple champion de France de trail. C'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel. Il a été membre de l'équipe de France de trail pendant des années et il a remporté je ne sais combien de trails et notamment les Templiers en 2009. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a un parcours de trailer assez exemplaire, exceptionnel. J'ai pas vraiment d'autres mots pour qualifier ça. C'est un compétiteur acharné. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé aux 35 heures, comme il nous le dit dans l'épisode, et qui a réussi à quand même s'entraîner de façon intense jusqu'à 14 entraînements par semaine. Enfin voilà, c'était quand même des choses assez incroyables. Et il nous partage tout ça avec passion, parce que c'est un passionné. Il arrive à nous transmettre son envie et son amour de la course à pied dans cet épisode de Café Trailer. Alors, je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Thierry. Et puis j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu, parce que j'ai vraiment trouvé cet échange hyper riche, hyper intéressant. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec Thierry en ma compagnie dans Café Trailer. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Comment vas-tu Thierry ? Bonsoir à tout le monde, bonsoir François. Bah écoute, non, je vais très très bien. Pas grand-chose à rajouter. C'était pas une super journée en termes de météo, mais c'est pas grave. Non, je vais très très bien. Ok, super. Du coup, tu connais l'émission parce que tu es un habitué de la version podcast. Tu me le disais juste en off, juste avant. Du coup, tu connais la première question traditionnelle de cette émission Café Trailer. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ? Ouais, en effet, c'est pas une surprise. Alors oui, je te le disais avant, le créneau du mercredi soir, pas forcément le mien, donc j'ai l'habitude de réécouter toutes tes émissions en podcast pendant mes footings. Alors mon premier trail, moi, il a débuté en 2006 et 2006, j'étais pas un jeune coureur puisque j'ai commencé à courir en 1986. Donc ça fait 20 ans après quoi. Donc en 2006, suite à une blessure pendant l'entraînement d'un marathon, je préparais des 10 km et des semi-marathons cette année-là et je m'étais blessé. Et je m'étais dit, tiens, je vais me mettre au trail puisque je me suis blessé pour faire autre chose. Et donc, j'ai participé aux gendarmes et aux voleurs de temps, qui est une course de ma région puisque je suis de Corrèze et que, alors, puisqu'on est des dinosaures, on est des vieux, il y avait une ancienne région qui s'appelait le Limousin avant. Donc, en Bazac et en Haute-Vienne était dans cette petite région du Limousin. Donc cette course-là, elle était bien connue quand même en 2006. Il y avait 3000 coureurs sur la course phare qui était le 32 km, donc des gendarmes et des voleurs de temps. Et donc j'avais participé à cette épreuve-là au milieu de 3000 personnes. C'était assez impressionnant avec un hélicoptère qui survolait le départ au début de la course, puisque c'est la gendarmerie nationale qui était promoteur de cette manifestation. Il y avait des cavaliers qui couraient avec des gendarmes en époque devant et qui ouvraient la course. Et ça partait sacrément vite parce qu'il y avait 32 bornes. 1000 mètres de dénivelé, c'était un trail pas très courant et c'est aussi un petit peu ce qui a été ma carrière en trail puisque j'étais plutôt un bon pratiquant sur des parcours roulants rapides que des parcours très très montagneux. D'accord, Voilà, donc dès donc le 2006, départ. gendarme et voleur de temps. Ok, alors dès le départ, donc du coup, cette course 32 bornes, euh, tu l'as fini comment cette course ? Pour la petite histoire, il y avait des athlètes invités. Il y avait Dominique Chevalier, Philippe Raymond, Hassan El Amadi. Donc Hassan El Amadi, il faut être un spécialiste, mais il avait gagné Marvejols-Monde. C'est une belle épreuve à gagner dans sa vie. J'aurais bien aimé la gagner celle-ci. D'accord. Donc il y avait des bons coureurs. C'est parti très vite. Hassan m'avait dit ouais, on fait un bout de route ensemble et puis vers la fin de la course, on s'arrange. Moi, je savais que j'avais perdu puisque je savais que c'était un bon finisseur, donc j'ai pas écouté cette tactique-là. Je suis parti très très vite, comme tous ceux qui ont connu ma carrière le savent. J'étais vraiment dans des départs toujours canon. Donc je suis parti très très vite. Ça a énervé Hassan, qui m'en a remis une tout de suite derrière. Donc il est parti très très vite. Donc j'ai fait la course en deuxième position pendant à peu près 25 bornes. Et puis en arrivant sur la fin de la course, je vois quelqu'un qui marche dans les sous-bois. C'était Hassan qui était en hypoglycémie totale parce que effectivement le départ très rapide l'avait tué. Et donc je gagne les gendarmes et les voleurs de temps. Et je gagne mon premier trail et puis j'arrive victorieux dans ma région devant tout ce monde-là. Et donc c'est pour ça que j'ai fait du trail parce que je me suis aperçu sur la fin de cette course-là avec autant de monde, c'était vraiment une course très très populaire avec énormément de monde dans la dernière montée. Je dis tiens véritablement il se passe quelque chose, ça me plaît de courir comme ça en nature.
je pense que mes capacités de coureur sur route et de coureur de montagne, puisque j'avais fait beaucoup de courses de montagne avant, vont me permettre de pouvoir passer à un autre challenge de course pour mes prochaines années. Ok. Et alors, il y a quelque chose qui m'impressionne toujours dans le parcours comme ça de certains élites, et tu en fais partie, c'est cette capacité à gagner dès le départ. Il y en a certains, enfin, les gens comme moi, les gens normaux, quand on fait nos premiers trails, on arrive cuit à la fin. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu es arrivé tout de suite premier? Quel était ton niveau déjà avant, parce que Ouais, tu courais sur route? C'était quoi ouais. ton niveau d'avant? Ouais, c'est là où je veux pas paraître présomptueux, mais j'avais tous les ingrédients en tout cas pour être performant sur ce genre de course. J'étais dans ma région, donc quelque chose que je connais, même si j'avais pas du tout reconnu les chemins de cette course-là. J'avais fait des cross-country, tu vois, dans toutes les petites communes d'à côté. Je dirais que quand j'avais 20 ans de course à pied derrière moi, j'ai été champion de France de cross en junior. Le cross, c'est déjà courir en nature, hein, dans de la boue et très vite. J'avais été champion de France de course de montagne, donc là c'est encore courir en nature avec du dénivelé et plutôt très très vite. Hein. Je me rappelle pas si tu es vraiment des spécialistes de la course de montagne dans tes émissions comme Julien Rancon, Emmanuel Messa, enfin pour en citer plein. Mais bon voilà, c'est des profils globalement de semi-marathoniens en termes de vitesse et de intensité, durée de l'effort, mais avec un pied un peu plus agile, un œil qui sait aussi rapidement voir où il faut mettre le pied dans des entrées rapides, dans des pierriers. Donc tout ça, c'était du trail sans en être. Donc les gendarmes et les voleurs de temps, je gagne en à peu près un peu plus de 16 à l'heure de moyenne, donc je mets un peu moins de 2 heures pour faire 32 km. J'avais un petit peu tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Après, j'étais pas le meilleur et ce jour-là, les meilleurs étaient à d'autres endroits. Mais c'était pas une surprise en tout cas que sur ce format-là, j'avais aussi fait une préparation marathon qui avait été courtée puisque je m'étais blessé. Donc je préparais 2h18 au marathon cette année-là. J'avais fait 1h03 au semi-marathon peu de temps avant. Bon, il y avait, voilà, je faisais des 10 km régulièrement en 30 minutes à chaque fois que je m'inscrivais dans une course. 30-10, 30-15, 30-20. Bon, voilà, donc le trail était quelque chose qui pouvait me correspondre. D'accord. Et alors, C'était pas un terrain de pratique totalement inconnu. quelle différence, toi, tu as fait dans ta préparation quand tu as fait cette transition course-route vers le trail? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font cette transition, qui faisaient du marathon, qui faisaient ou même des courses plus courtes et qui se mettent au trail. Quelle a été, toi, cette transition et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui souhaiteraient mettre en place cette transition? Déjà, il y a plusieurs formes de trail. Hein. Il y a des formes très roulants comme ceux qui ont été nombreux dans ce que moi j'ai pu remporter. Hein. J'étais plutôt un coureur qui gagnait des courses rapides et peu techniques, alors que des courses que j'ai pas faites, je sais pas, mais par exemple, j'en ai entendu parler, l'échappée belle. Tu vois, c'était une course où forcément j'aurais eu un échec, d'abord parce qu'elle est très très longue, mais aussi elle est réputée pour être très technique. Donc je sais même pas de quoi je parle puisque je n'y suis pas allé. Mais après, il faut aussi voir que je venais pas de la route. Je venais de la route, oui, mais avec un bagage de crossman, encore une fois, et surtout de coureur de montagne. La course de montagne est parfois, enfin, aujourd'hui, ça me fait un peu marrer d'ailleurs, parce que moi qui ai fait 10 ans d'équipe de France de course de montagne, aujourd'hui, il y a des trails courts qui sont, enfin, il y a un championnat du monde où on est en train de mélanger la course de montagne courte, longue, le trail court, le trail long. Je trouve que c'est, même pour moi qui ai fait tout ça, qui suis plutôt un défenseur de la fédération parce que j'aime les championnats, j'aime les bagarres, j'aime le fait de défendre son pays, j'aime le fait de courir contre d'autres nations, mais je comprends plus rien à ce que l'on veut faire entre des courses de montagne courtes et longues et des trails courts et longs. Même si je pense qu'il y a vraiment 3 formes de coureurs, il y a le trailer court, le trailer normal, je veux dire pour des distances jusqu'à 80 km, et je crois même que c'est dommage qu'on n'ait pas été jusqu'à un titre de champion de France d'ultra, parce que je pense qu'un ultra trailer a vraiment encore d'autres capacités que n'a pas un coureur sur des distances 40-80 km. Mais bon, voilà, moi je venais de la route. Donc après, si tu viens de la route et de la montagne, si tu es sur des formats de course comme j'étais, tu continues à faire de la VMA, tu continues à faire de la piste régulièrement, comme quand tu prépares du cross, comme quand tu prépares des semi-marathons sur route ou de la course de montagne. Tu es donc dans une culture d'athlète, j'ai envie de dire. Moi, c'est là que j'ai commencé. Hein. Moi, j'ai commencé par faire de la piste pendant de très très nombreuses années. Donc, tu vas régulièrement sur une piste d'athlétisme faire des fractionnés courts, du long, des 400, des 600, des 800, des 1000. De temps en temps, même quand tu fais ça, tu fais de la VMA en nature justement pour te préparer soit du cross-country, soit pour travailler sur d'autres intensités, d'autres allures ou aussi le travail de pied et de musculation en nature. Mais voilà, plus de la PPG, renforcement musculaire, enfin tout un tas de choses qui sont venues
progressivement dans le trailer. Ce qui me fait aussi un petit peu marrer, c'est que tu vois, avec Thomas Laure-Blanchet, je crois que c'était la première fois que je t'écoutais quand tu avais eu Thomas, avec qui j'ai été relativement pote. Je dis relativement, je sais pas pourquoi je dis relativement, en plus pote tout court quoi. mais ouais, je revois un peu ces années 2006, 2007, 2008 où moi j'ai débuté et c'était Thomas avait déjà débuté et puis il y avait d'autres très bons trailers, mais à cette époque-là on savait pas s'entraîner, on cherchait, on balbutiait. On faisait des trucs, on faisait des tests. Et aujourd'hui, le nombre d'entraîneurs qu'il y a, de livres qui sont sortis, des missions, des podcasts, tu vois, enfin tout ce qui peut se rajouter. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Alors, est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a tout tenté en entraînement? Certainement pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se pose beaucoup moins de questions sur comment faire pour réussir à faire du trail. Le trail, ça reste de la course à pied. Alors, un trail de montagne qui se gagne à 4 à l'heure de moyenne, il faut quand même s'entraîner, il faut quand même courir, mais il faut aussi savoir marcher, ce que j'ai jamais su faire moi. Je vivais comme un échec le fait de marcher. Pour autant, ça reste pour moi de la course à pied, c'est pas de la rando. Même si, même moi, à La Réunion, j'ai marché beaucoup, mais je dirais pas que j'ai randonné. À un moment donné, on peut plus courir ou c'est pas intelligent de courir pour aller au bout dans une bonne forme physique et être capable de recourir à d'autres endroits. Donc pour moi, le trail, c'est de la course à pied. Et donc, ça nécessite de s'entraîner comme un coureur à pied. Alors après, les intensités, c'est à chacun de voir en fonction de ses objectifs. Ouais, c'est tout à fait juste ce que tu dis concernant l'entraînement. Alors, tu parlais tout à l'heure de Julien Rancon. Il se trouve que c'est donc quelqu'un que je connais parce que c'est donc notre professeur de préparation physique pour le DU Trail Running de Grenoble. Donc, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer et même de faire un entraînement avec Julien. Et on parlait de tous ces sujets-là, effectivement, de l'entraînement, parce que c'est lui c'est vraiment une pointure dans ce qui concerne l'entraînement et la préparation physique en général. Et il insistait bien qu'il n'y a pas vraiment de règles absolues concernant l'entraînement. Pour autant, il y a quand même des choses et des principes de base à savoir. Alors, comment est-ce que toi, tu as vécu cette transition de on ne sait pas trop ce qu'on fait, on le fait parce qu'on fait comme c'était en route, à il y a des programmes qui sont de plus en plus précis. Est-ce que tu as senti cette transition venir ? Déjà, après, tu sais, chacun a son histoire. Alors d'abord, ça fait donc combien que je cours? Ça fait 30, 35, 36 ans que je cours. Au moment où j'ai commencé le trail, mon entraîneur était un entraîneur de course sur route, on va dire, dans la section course sur route du club de Brive où j'étais, mais qui me préparait pour les chemins de France de cross tous les hivers, parce que j'allais toujours jusqu'au championnat de France de cross, à faire des semi-marathons et des 10 km et du marathon. Il n'était pas du tout trailer, et je veux dire, à un moment donné, je lui dis, je fais du trail, on était très amis, il a continué à m'entraîner, et donc, moi, je suis arrivé dans un nouveau milieu, et lui est arrivé avec moi. On a commencé à faire des courses qui se sont plutôt bien passées presque toutes. J'en ai gagné la majorité la première année. Ma première défaite a été de faire 3e au Templier derrière Thomas Laure-Blanchet en 2007, 2006 ou 2007, je sais plus, et un Breton que je pensais à toi tout à l'heure, Christophe Mallardet qui avait fait second. Donc ça avait été un échec pour moi de faire 3e. Je pensais gagner avant le début de la course, mais on pourrait en revenir différemment. Donc avec mon entraîneur, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé des codes. J'étais un coureur à pied, je pouvais pas me réinventer. J'étais un coureur à pied, j'ai toujours aimé courir, j'ai pas aimé me déplacer lentement. J'étais quelqu'un qui, de toute ma vie, je me suis toujours entraîné à faire 15 à l'heure de moyenne en footing, voire plus vite. J'avais de la VMA courte et longue toutes les semaines, j'avais des séances de coach, j'avais de la PPG, la vraie PPG comme fait un athlète je faisais du 3000 steeps sur piste. Donc moi j'étais un coureur complet dans le sens qui a en plus un ADN d'athlétisme derrière moi, ce que finalement tu vas retrouver dans peu de trailers. Julien Rancon fait partie de cela, mais on est quand même très très peu nombreux. Beaucoup des gens que tu as interviewés ou que tu as vus sont des gens qui viennent d'ailleurs, souvent du sport croisé, souvent du VTT, du triathlon ou autre. Moi, je suis un vrai coureur à pied dans le sens où j'ai cette culture du minot qui a débuté avec un cross-country en CM1 et puis qui est venu à faire de l'athlétisme et puis qui a été dans un club d'athlétisme. Et voilà, moi, je sais sauter à la perche, je sais lancer le marteau, je sais faire un 110 mètres haies, je fais du pentabond quand je faisais de la PPG. Donc, c'était tout ça. Donc, avec mon entraîneur, on a continué à faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire courir vite. Parce que quand même, si j'ai gagné dans ces années-là des trails, c'était je le redis, des trails roulants, mais parce que je courais vite, c'était ce qui me permettait d'être devant les autres. Et après, on a appris sur le tas. Ce qui a été plus difficile, c'était plutôt la gestion de l'effort, surtout de l'alimentation, qui m'a été très très compliquée, puisque je m'alimentais pas du tout dans toutes les autres formes de course à pied que j'avais fait jusqu'avant. Mais mon bagage technique et ma manière de m'entraîner me suffisaient pour faire ce genre de course, c'est-à-dire jusqu'à 40 km. J'ai plutôt eu des gros problèmes au-dessus des 40 km. C'est plutôt ça qui a été compliqué. Et après, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie,
bah, je m'en suis beaucoup intéressé. Et par exemple, celui qui m'a le plus aidé à progresser presque, ça a été Thomas. Thomas qui me battait régulièrement en 2000. Alors je me rappelle plus à chaque fois si c'est 2006 ou 2007, la première fois où je fais les Templiers. Bah voilà, à l'arrivée au contrôle antidopage, on s'est trouvé dans une salle. La deuxième année, quand j'échoue encore plus que la première année, je fais huitième la deuxième fois. Thomas m'explique que voilà, il faut que je change des choses, il faut que j'accepte de marcher, il faut que je m'alimente mieux. C'est Thomas qui me donne des conseils. Donc il n'y a pas eu que Thomas hein, dans ça, mais bah t'apprends, tu lis des bouquins, tu poses des questions à d'autres, un petit peu comme toi tu fais, François, ou que tout le monde fait finalement autour de soi, c'est-à-dire qu'on se renseigne. Bon, la seule chose c'est qu'il y avait quand même peu de choses dans des livres dans les années 2006, 2007, 2008 quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est exactement ce que je fais. Grâce à ces émissions, je pose des questions à tout le monde pour apprendre encore plus vite que les autres. Euh, du coup, tu parlais du fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un autre sport. C'est exactement ce que je constate aussi dans mes émissions. Il y a beaucoup de gens qui viennent notamment du vélo de route. On en croise beaucoup de ces gens-là. Est-ce que toi, tu pratiques aussi l'entraînement croisé, et notamment le vélo de route ou le VTT ou la natation ou quelque chose d'autre? Donc là, tu parles à une époque où j'ai 49 ans aujourd'hui et je vais dire ma carrière elle est derrière moi. Je continue à courir. Je suis inscrit pour 4 grosses courses en fin d'année, dont la Diagonale des Fous, mais je les fais plus comme un performeur. Je l'ai fait pour mon plaisir et bon, je vais essayer de faire du mieux possible. Et donc dans ma carrière de trailer, au moment où j'étais pas mauvais, non, je n'ai pas fait de sport croisé à ce moment-là parce que je le savais pas suffisamment. Et si je devais pouvoir revenir sur l'année 2006 où je débute le trail, oui, j'en ferais. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui roule énormément, mais parce que mon corps en a un petit peu marre de courir parfois. Il me le fait payer assez fort avec une vertèbre qui est abîmée. L'année dernière, j'ai fait 15 000 km de vélo de route. Je dirais qu'aujourd'hui, je passe plus de temps sur la selle, mais j'y prends un bonheur dingue. J'ai roulé encore cette semaine, enfin la semaine dernière, tu vois, j'ai fait 6 fois du vélo et j'ai couru que 2 fois. Si j'avais su, j'aurais beaucoup plus roulé, ouais, j'aurais beaucoup plus croisé les sports. Mais le temps que je m'en aperçoive, quelque part, je suis arrivé un petit peu à la fin. La première année, enfin, je l'ai gagné qu'une fois. Quand je gagne les Templiers en 2009, c'est la première année où je croise. C'est la première année où vraiment je fais ce qu'on appelle. Alors à l'époque, en 2009, tu le disais pas. Hein, c'est la première année où je fais des week-end shocks et où je me fais beaucoup de sport sur un volume de temps du week-end. Alors, je faisais des séances de VMA courte, VMA longue la semaine. Je chargeais beaucoup en course à pied. J'avais presque jamais un jour de repos dans ma semaine. Mais dès que j'arrivais à samedi, dimanche, là, je me rappelle, c'est vraiment la première année, j'allais faire 100 km de vélo. Alors, je roulais pas du tout en 2009 le matin pour pouvoir enchaîner sur 3 heures de course à pied l'après-midi. Et je courais 4-5 heures ensuite le dimanche matin. Bon, voilà. Et puis, en plus, je gagne en 2009 les Templiers, ce qui était mon rêve après 2 échecs. Et donc, oui, je me suis aperçu qu'effectivement, croiser était d'abord très important pour pouvoir absorber des doses de sport plus importantes en évitant de se blesser. Je dirais pas sans se blesser, parce que je me suis quand même blessé parfois, mais en tout cas en évitant de se blesser autant. Donc oui, c'est à faire en tout cas. Ok, c'est vrai que c'est vraiment un point commun. J'en parlais il y a une semaine ou deux, je sais plus. Encore, je crois que c'est avec Hugo Ferrari que j'en parlais de ça, qui roule beaucoup aussi. J'ai vu ton truc avec Hugo. C'est un point commun que je retrouve sur l'ensemble des coureurs. Mais oui, aujourd'hui, tu vois ce que je te dis, en 2007, 2008, 2009, qui parlait vraiment de sport croisé ou de week-end choc? Aujourd'hui, même quelqu'un, on va dire, de relativement amateur dans sa démarche, dès qu'il s'intéresse à ce sport-là, il sait qu'il doit faire du volume de temps et donc des week-end chocs par moment. Et il sait aussi que, parce que beaucoup des gens qui ont pu prendre la parole l'ont parlé et l'ont vécu comme quelque chose de positif, invitent les autres à passer du temps dans des sports portés. Bien sûr. Alors, je rebondis sur le fait que tu nous disais que quand tu as été au top niveau, tu avais quand même des semaines d'entraînement qui étaient très conséquentes, avec beaucoup de volume, etc. Quelle était ta vie professionnelle pendant cette période-là? Comment est-ce que tu arrivais à conjuguer toute cette charge d'entraînement quand on voit que dans beaucoup de sondages, on voit que le premier problème des trailers, ou même des coureurs, des sportifs en général, c'est le manque de temps. Comment est-ce que toi, tu réussissais à t'organiser pour arriver à accumuler toute cette charge d'entraînement? Alors déjà, on va prendre comme prérequis, j'ai toujours travaillé dans ma vie et j'ai toujours travaillé à temps plein. Donc au minimum 35 heures, voire même plus jeune, j'ai aussi fait les 39 heures avant qu'on en vienne à ça. Donc déjà, moi, quand j'avais 17, 18 ans, je me levais à 6 heures du matin, j'allais faire mon premier footing de 40 minutes.
pour ensuite m'entraîner entre midi et deux et faire ma VMA. Et je travaillais à l'époque dans un magasin de sport à Brive. Donc moi, toute ma vie, j'ai eu comme priorité de m'entraîner pour être bon les week-ends, et je rêvais que de ça. Comme à l'école, À l'école, j'ai pas travaillé des masses. Je rêvais déjà de courir et je courais déjà, donc je calculais mes temps de passage plutôt pour savoir en combien il fallait passer au 800, au 1000 le soir, que ce soit à 12 ans, 13 ans, 15 ans, ou je suis pas allé très très loin à l'école, je me suis arrêté avant le bac, parce que j'étais trop passionné d'athlète, parce que je voulais trop réussir, parce que c'était dans moi, quoi. Donc ensuite, tous les métiers que j'ai fait, j'ai tenu un bar pendant 7 ans. J'ai travaillé comme moniteur sportif pendant 2 ans. J'ai vendu du café pendant 10 ans. Le dernier métier j'ai fait avant de rejoindre Evadict. Bon voilà, moi c'est une priorité. Je me lève. J'aime un peu cette image-là de dire que dans l'hygiène, on dit qu'il y a par exemple qu'il faut se laver la figure ou se brosser les dents. Ben moi je dis que dans l'hygiène, il faut faire du sport tous les jours. J'ai besoin de ça, sinon je suis malheureux. Ce qui est surprenant, c'est que même en étant plus du tout aujourd'hui dans la tête véritablement d'un athlète, si je fais pas de sport, je suis malheureux, quoi. Si dans ma journée il y a pas de sport, je suis ultra malheureux. Je suis pas bien, comme plein d'autres. On est certainement un peu drogué. Donc, comment j'ai géré ma vie? Bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. T'as des heures de travail, elles sont incompressibles. T'as un contrat de travail qui dit à quel moment tu travailles ou tu travailles pas, c'est la règle. Donc, c'est quelque chose que tu es obligé de faire pour vivre. Moi, j'ai jamais été professionnel de l'athlétisme, ni en cross-country, enfin, dans toutes les disciplines que j'ai pu faire en course à pied. Mais en tout cas, il y avait ça, c'est pour vivre. Et après, il y a la super vie, c'est d'aller s'entraîner, de s'entraîner très dur, de se mettre la misère, d'être très fatigué le soir, d'essayer de doubler. J'ai eu fait jusqu'à 13 fois par semaine d'entraînement. Bon, voilà, t'es fracasse complet, tu t'endors facilement le soir. Tu t'es un mort-vivant à un certain jour, mais tu crois en toi, quoi. Tu crois en ce que tu fais, t'as envie de réussir, c'est tout, quoi. T'as envie de réussir. Comme il y en a certaines, ils vont peindre 14 heures sur 24 parce qu'ils adorent la peinture, je sais pas, moi, ou il y a des champions du monde de puzzle, peu importe. Le tout, c'est d'avoir trouvé son truc, et de se donner les moyens de ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et bah moi, je dirais pas que j'avais pas pas de qualité pour courir. J'ai pas les qualités de quelqu'un de super doué. Par contre, j'ai mis tout en œuvre pour être le meilleur possible. Et, et la première des choses, l'entraînement, parce qu'il y a que ça qui paye, passer des heures à s'entraîner, et puis être passionné et en vouloir à mort, quoi. Donc après, le mental, ouais, ça du mental, j'en ai eu à bloc, et bah ouais, il faut beaucoup de mental pour avoir posé le soir avant de se coucher le collant bien droit, la chaussette à gauche, la chaussette à droite, pour que le lendemain matin, quand tu te lèves et que ta compagne dort, pour te dire, j'évite de mettre la lumière, je mets mon collant, il fait moins 4 degrés dehors, et je vais courir 10 bornes avant d'aller au boulot, quoi. C'est comme ça qu'on réussit, je pense. Enfin, en tout cas, quand on n'a pas les plus grandes qualités du monde, faut s'entraîner. Et alors, d'où tu penses qu'il te vient ce mental? Est-ce que dans ta famille, il y a eu des choses qui faisaient penser que toi, tu allais développer ce côté compétiteur, ce côté qui a la niaque, qui lâche rien, qui continue malgré les difficultés? D'où tu penses que ça vient? Est-ce que c'est des expériences de vie qui ont fait que? C'est difficile à dire parce que mes parents ne faisaient pas de sport, sauf qu'ils souhaitaient qu'on en fasse. On est dans un milieu plutôt pas aisé. Mais par contre, tu vois, moi qui ai 2 filles aujourd'hui, ils m'ont laissé pas travailler à l'école, ce qui est assez surprenant. Si tu fais pas ça, tu vas au bout des choses. Je me rappelle une fois en cadet, je suis rentré à la maison, j'avais fait 5e d'un interrégional de cross. Interrégional de cross, quand tu connais le niveau, faut pas se trouver beaucoup pour finir 5e, quoi. Puis en même temps, c'est pas non plus la perf lamentable du siècle. Mon père m'avait laminé, il m'avait défoncé verbalement en me disant ouais, tu branles rien à l'école, tu vas pas revenir le dimanche en faisant 5e d'une course. Quelqu'un qui me félicitait très très peu, on n'était pas dans les câlins, on n'était pas dans. Bon voilà, ça m'avait beaucoup marqué. En même temps, il n'y avait pas besoin de me pousser pour le coup, pour le fait de courir. Je suis dans une famille où quand tu penses que mon frère a fait 33 heures à l'île de la Réunion alors qu'il a commencé à courir il y a 3 ans et qu'il s'est entraîné 6 fois pour faire le grand raid. Donc ça, c'est assez facile. Tu vas sur son Strava, tu vois ce qu'il fait. Bon, après, mon frère est agriculteur, éleveur, bio, de vaches limousines en Bazac. Je le sens encore. Il m'a dit que cette année, il allait s'entraîner, mais il va encore se pointer au départ de la diagonale avec rien dans le sac. Et là, tu vois, par exemple, ma mère qui a 70 ans cette année, ça fait 2 mois qu'elle est partie de la maison avec 2 ânes et 2 chiens pour aller jusque dans les Pyrénées et revenir. Donc, elle va mettre 6 mois. Et là, tu peux la suivre sur sa page Facebook. Et je dirais que on est dans une famille où, l'autre jour, je l'ai dit, je sais plus dans quelle émission ou intervention, quand tu me donnes un os à ronger, je le ronge jusqu'à la moelle. Et je pense que c'est un petit peu l'ADN de la famille. Mais t'expliquer d'où il est venu, je sais pas. Je sais que quand on a un truc, que ce soit ma mère, mon frère, par exemple, c'est à bloc. On fait pas les choses à moitié.
il y a quand même cette notion de défi qui revient, Ah ouais, quoi. ça Parce c'est. que ton frère qui se lance dans une diagonale sans entraînement, enfin sans entraînement entre guillemets, hein, parce que comme tu le dis, en étant agriculteur, on est toute la journée debout, toute la journée actif. Donc ça, mine de rien, c'est quand même un entraînement comparé à des gens qui auraient un travail bureautique. Ouais. Mais il y a quand même cette notion de défi qui transparaît. Bah moi, défi, je pense que j'en suis pénible. Voilà, je pense que je sais rien faire sans que ce soit un défi. Tout tourne à la compétition. Voilà, je pense que j'ai un problème avec ça qu'il faudrait presque que je me fasse soigner même à 49 ans. Je faut que je travaille dessus. Je pense, je suis sincère. Hein, je pense que voilà, il faut que j'apprenne. Peut-être que en plus à 49 ans, les choses vont être un peu moins magnifiques qu'elles ne l'étaient avant. Mais voilà, tu vois, je fais du vélo. Je vais pas te raconter les défis que j'ai dans la tête, mais j'en ai des beaux. Je ne vis que pour des défis quelque part. Alors après, les défis personnels que tu fais dans ton coin, sont pas embêtants forcément pour les autres. Mais ouais, je faudrait que le côté compétition me passe un peu des fois. Je pense que ça me ferait pas de mal. Ok, Et je suis habité, ouais. tu dois être sympa, toi, à jouer aux jeux de société. Bah, je joue pas, ouais. Tu peux pas jouer. Vaut mieux pas Ok. jouer. Alors, du coup, on a parlé des Templiers. Donc, c'était une des premières courses que tu as gagnées, des premiers trails, pardon. Hmm. Ensuite, quand t'as connu cette victoire sur les Templiers, qui était donc une course, enfin qui est une course mythique, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? Est-ce qu'il y a eu un engouement pour toi après auprès de sponsors, de marques, et tu t'es dit, ah, faut que j'aille chercher d'autres grosses courses comme ça, ou c'est resté naturel, tu as continué ton petit bonhomme de chemin? Ouais, non, 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 parce que si tu veux, j'avais construit quelque chose qui est autour de moi. J'étais très épanoui et très bien dans ce que je vivais. J'étais avec le même sponsor à peu près, je sais pas, ça faisait plus de 10 ans, je pense. J'avais aussi, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je suis très psychorigide et je m'étais dit que toute ma vie, je le ferais dans une même marque et que je voulais pas être un homme sandwich et être un jour à droite et le lendemain à gauche. Donc moi, j'étais très bien là où j'étais. J'avais un but, c'était de vouloir gagner ces Templiers qui m'avaient échappé 2 fois avant. J'avais pas été très loin, mais en même temps, ça m'échappait d'année en année. Et puis, bah, les années passaient et tu te dis pas forcément qu'à 35, 36 ans, 37 ans, ça va être plus facile l'année d'après. Hmm. Donc, ça a été une énorme délivrance déjà d'y arriver parce que honnêtement, je m'entraînais pour ça. Alors, j'arrivais à 100 jours des Templiers. Je me disais maintenant, compte à rebours, 100 jours, tout pour les Templiers, gainage à mort, beaucoup de travail en nature, des côtes. Enfin, voilà, tout, tu vois, tout était écrit pendant 100 jours. C'est à bloc, il n'y a plus que ça qui compte. Je me levais la nuit, je regardais la lune, je me disais comment est-ce que ça va être dans une semaine, quel temps il fera, la météo, à quelle heure le jour se lève pour savoir quelle autonomie il faut que j'ai sur ma lampe. Enfin voilà, tu vois, j'étais le mec, mais à bloc, il n'y a qu'un truc qui compte. Me parle pas d'autre chose autour, ça compte pas. Bon voilà, les Templiers ont été une délivrance. Mais bon, après, il y a tellement de belles choses à faire. Alors, c'était mon Graal. Donc, véritablement, j'ai gagné mon Graal, j'ai vécu mon Graal. Mon Graal, c'était pas l'UTMB et c'était pas la Diagonale des Fous. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dirais que ouais, ça aurait été sympa peut-être d'essayer de gagner cette course-là, mais je pense que c'était pas dans mes qualités. Hein. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je Hmm. pense que mon ADN de coureur à pied, d'athlète, tout ça, c'était des formats de course 40, 60 max. Et je pense vraiment que je vivais mon 60 max. Je le sentais bien. Hein. Qu'à 60, il fallait vite que la ligne d'arrivée elle arrive parce que ça commençait à me chauffer et que ça allait mal se passer. Et c'est vrai que toutes ces courses qui ont été un peu plus longues, on se sont souvent assez mal passées pour moi. Sur un côté très compétiteur où dès que tu as un mec qui te double, c'est la fin du monde parce que tu es passé de premier à deuxième, quoi, tu vois. Hmm. Et pour le coup, c'est pour ça que faire la diagonale des fous avec mon frère, ça a été autre chose. Ah putain, t'es pas obligé de te dire que c'est un drame parce que t'en as 2 devant et 3 derrière, quoi. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas dans mon ADN de course avant. Mais des courses partout, il y en avait. J'étais encore compétiteur hein, parce que j'ai quand même pas décroché il y a bien longtemps. Mais voilà, tu rebondis vite sur d'autres choses. Bon, les Templiers, d'abord, j'ai essayé de les gagner d'autres fois derrière. Hein, j'y suis jamais arrivé. Je suis pas passé très loin. Une fois deuxième, une fois troisième. Non, une fois troisième, c'était avant. Mais bon, j'ai essayé un autre paquet de fois de les remporter à nouveau, ce qui n'a pas pu se faire. Mais il y avait plein d'autres choses à faire. Tout comme si j'avais encore les capacités, des défis et des belles courses, j'en trouverais plein. Hein. On a la chance d'être dans un sport où des objectifs, il en manque pas. Hmm. Tu t'en fixes toi bien le premier, ou tous les gens que tu as pu inviter.
on a tous des belles choses à faire. Je t'ai écouté dans ton émission avec Rémi Gégard, la Barclay. Moi, ça m'a jamais vraiment. Je me suis jamais dit je vais faire la Barclay, mais peut-être parce que je la connaissais pas suffisamment ou que quelqu'un m'en avait pas assez parlé. Je pense que si jamais j'avais eu Rémi 2 heures à table par hasard et qu'il m'avait parlé de la Barclay, je pense que j'aurais pu être le mec qui se dit putain, mais je m'inscris à la Barclay la semaine prochaine, quoi. Donc des choses folles, des défis, on peut en trouver plein. Bon, moi, j'ai continué à vivre mon bonhomme de chemin dans un environnement que j'adore, au milieu des gens que j'adore, à m'entraîner comme j'adore. Alors, c'est un peu, je trouve un peu une contradiction dans le fait que tu dis qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de défis à faire. Moi, j'avais fait un petit calcul à un moment, je me t'ai dit, allez, on peut faire 2 ultras par an. Il me reste à peu près une 30aine d'années à pouvoir courir en étant en pleine forme. Si je vais jusqu'à 63 ans, ce qui serait déjà beau, ça fait qu'il me reste une 60aine d'ultras à pouvoir cocher un jour. Et toi, pourtant, tu as eu un espèce d'acharnement pour cette course des Templiers que tu as voulu faire, refaire, gagner à tout prix. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette course-là, plus que d'aller en dégommer d'autres? Alors, d'abord, parce que c'est la plus belle. On dit ce qu'on veut. Quand on est compétiteur, et des compétiteurs, tu en as eu dans tes émissions. Quand tu es un compétiteur, tu veux gagner la plus belle. Et alors, attention, hein, le monde change. Est-ce que les Templiers est toujours la course, la mythique française sur ce format-là? Moi, je fais pas d'opposition Templiers-UTMB. Je dirais qu'on a la chance. On est dans un beau pays qui a une des plus belles courses du monde sur le format 60 bornes, les Templiers, et une sur des plus belles du monde sur le format d'ultra, l'UTMB. Donc moi, voilà, il n'y a pas de bagarre dans les deux. J'aime les deux. Il y en a une qui ne m'a pas parlé parce que l'ultra, c'était pas pour moi. Même si ça fait des années que je vais à l'UTMB en vacances et que je participe à la CCC, je suis inscrit à la CCC cet été, j'ai fait l'OCC. Mais bon, les Templiers, quand j'ai débarqué dans le trail, 60 bornes, tous les meilleurs étaient là-bas. Il n'y avait pas véritablement de championnat de France à ce moment-là. Si tu veux être le meilleur dans ton sport, il faut gagner la meilleure course, quoi. Et après, tu vas sur cette course-là, et honnêtement, il me semble bien que tu as eu Gilles Bertrand aussi. Oui. Je me rappelle pas, je me rappelle pas, parce que Gilles a fait plein d'émissions où je l'ai écouté, donc Gilles Bertrand, quand il parle, tu vois ses paroles. Quand Gilles Bertrand est au départ de sa course le matin et qu'il te raconte son poème, c'est pas forcément un poème, juste tu surkiffes ton moment, quoi. Quand il te met, je veux dire, t'as fait des années de course à pied. T'as fait de la course de montagne, t'as fait de la piste, t'as fait des crosses. Tu débarques un matin à Nantes, comme ça, tu viens juste de découvrir le trail. T'as talent de frontal sur la tronche, t'as un sac que tu savais même pas que ça existait avant quand tu courais, tu sais pas quand est-ce qu'il va falloir que tu manges vraiment. Le mec, il te met ERA, t'as des lumières rouges qui s'allument devant toi, t'as 3000 personnes qui sont juste dingues. Comment tu peux pas kiffer ton sport, quoi? Et à côté de ça, comment tu n'as pas envie de gagner cette course qui s'apparente comme la plus dure, la plus inaccessible, ou en tout cas celle qui va le plus reconnaître le fait que tu es un performeur si tu arrives à la remporter. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai aimé. Après, il faut aussi voir, hein, pour ceux qui l'ont fait, tu passes dans des endroits qui sont juste sublimes. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire le tour de ton quartier dans un lotissement, quoi. Je vais pas non plus rentrer dans la confrontation des anciens Templiers, parce que moi j'ai gagné un an, et des nouveaux. Même dans les nouveaux, je suis désolé, mais quand tu passes dans les rochers de Roxalt, quand tu passes dans la ferme de la Couvertoire, de la Rouberie, il y a plein d'endroits qui sont juste magnifiques. Moi, je suis un amoureux des pierres, je suis un amoureux de nos départements, je suis un amoureux de nos végétations, du bâti, du vieux bâti, et j'ai découvert aussi bien sur le plateau de Millau des vieilles fermes bergères qui sont magnifiques. Et tu parlais de ça, mais la course que j'ai le plus remportée dans ma carrière, c'est le trail de la Côte d'Opale que j'ai gagné 8 fois. Un jour, j'ai débarqué là-bas. Je pense que sans le sport, j'y serais jamais allé. Entre Cap Blanc-Nez et Cap Griné, c'est magnifique. Je voyais des blocos à la télé dans des films de guerre. J'avais toujours un petit peu aimé ces films de guerre. Et à un moment donné, tu vas là-bas et tu vois au milieu du sable des grands bâtiments en béton qui sont penchés. Moi, je l'avais vu qu'à la télé. Ça, enfin, tu vois. Et le trail t'amène à ça. Et des organisateurs t'invitent à venir découvrir les plus beaux endroits de chez eux. Et souvent, c'est ce que j'ai aimé dans des courses. Et une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'avais fait la solitaire des Templiers, c'est que parfois, c'est aussi bon de se mettre dans la tête de l'organisateur et d'essayer de te dire pourquoi tu passes là. Parce que Gilles Bertrand, si tu passes dans un nouveau chemin qui s'est fait chier à aller avec sa serpette, à ouvrir, mettre des rondins pour que tu descendes et que il y a une raison. Il veut te montrer quelque chose. Et c'est ce qu'il y a de magnifique dans le trail, c'est que beaucoup d'organisateurs, ils t'invitent chez eux et ils veulent te montrer les plus beaux endroits de chez eux, un peu comme François qui a son drapeau de la Bretagne, qui souvent est en train d'essayer de ramener chez lui dans ses émissions du mercredi soir les trailers dans ses courses bretonnes. Enfin voilà, t'aimes ton département, t'as envie, pour toi il est sublime,
Ça n'empêche pas que tu aimes les autres, mais tu as envie de le faire découvrir. Voilà. Moi, si tu viens chez moi, j'aurais envie de te montrer autour de ma maison des très beaux endroits où j'aime courir et où il y a des très belles choses à visiter. C'est tout à fait juste. C'est vrai qu'on aime bien faire découvrir aux autres les meilleurs endroits Nos qui spots. sont. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que j'essaye de porter ce message à chaque émission, faire venir du monde dans notre belle Bretagne. Et organiser des courses, ça me titille aussi un petit peu pour justement faire découvrir ça. Et c'est vrai que les organisateurs ont ce don de nous faire voyager, de nous faire venir chez eux, de nous faire voyager dans des endroits où on n'aurait jamais été. Exactement. Alors toi, justement, ça me fait penser à une petite question. Quel est l'endroit le plus mythique, le plus beau, le plus waouh que tu aies eu l'occasion de parcourir et qui serait pas forcément ultra connu? Ouais, tu veux me poser une colle, je sais pas. Surtout, T'as le droit de dire la diagonale. j'ai envie de te dire que tu vois, si, je suis vraiment un amoureux de la Réunion. Je suis vraiment un amoureux de la Réunion. J'y suis allé grâce au sport, hein. Beaucoup de fois, plus de 12 fois. On avait la chance à une époque, l'équipe de France de course de montagne aussi aller faire des stages là-bas. Donc ça remonte pas à hier, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis de découvrir aussi l'île de la Réunion. C'est vraiment une île magnifique, mais après de dire, tu vois, peu connue, je pense que dans le milieu du trail, il ne doit pas y avoir beaucoup de mercredis soirs où on parle pas de la Réunion dans tes émissions, mais ouais, c'est waouh là-bas quand même, c'est dingue, hein. Mais pour autant, j'aime bien dire que dans le Nord, il y a des très beaux endroits parce que tu sais, surtout quand j'ai débuté le trail dans ces années 2006, 2007, 2008, il y avait une guerre que je trouvais insupportable, qui était celui des trails des villes, un peu contre les trails de la montagne. Alors, si tu faisais pas un trail et que tu n'avais pas 4000 mètres de dénivelé, tu n'étais pas un trailer. Voilà. Mais ça, qu'est-ce que ça m'a gavé. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, on en parle moins et j'espère, et c'est tant mieux parce que, et justement, par exemple, tu parles, on va revenir sur la Bretagne, ça va te faire plaisir, mais moi qui ai pu courir à Guerre-les-Dents ou faire le trail du bout du monde à côté de Brest, ces deux courses, elles sont juste magnifiques aussi. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas au milieu une grande montagne et de la neige, ce serait pas du trail, ce serait pas difficile. Et souvent d'ailleurs, les gens qui critiquaient ce genre de course, c'était des gens qui n'avaient pas cette capacité à courir très vite, qui arrivaient à s'en sortir bien dans leur course parce que finalement, dès qu'il fallait être dans du très très pentu avec du 30% et qu'il fallait marcher, qu'ils avaient des grosses cuisses parce qu'ils passaient tout leur hiver à la montagne, eux, ils excellaient sur ces genres de parcours et c'est souvent eux, je pense, qui critiquaient ces courses qui étaient dans des endroits soi-disant pas des terres de trail parce qu'il n'y avait pas de montagne. Et moi, justement, alors pour revenir au début de ta question, j'aime la France parce qu'elle a une diversité dans ce département qui est juste fabuleuse. On l'entend déjà dans les accents et dans les régions, mais il y a tellement de beaux endroits en France que quelque part, ça me dérange presque parfois d'en citer un parce que il y a vraiment plein de choses à découvrir, y compris dans des départements qu'on n'aurait jamais soupçonné nous les premiers, quoi. C'est vrai. Et après, la diagonale est fabuleuse. Je te le dirai le jour où je l'aurai coché, enfin. Ouais, je sais que tu as ça en projet. L'année Mais prochaine, c'est vrai normalement, que, si j'ai bien suivi. c'est vrai que ce côté les trailers de montagne ont ce petit côté chauvin aussi, de dire que c'est vraiment chez eux qu'a lieu le vrai trail, mais parce qu'en même temps, quand ils viennent sur des terres qui sont plus plates, ils sont obligés de courir sur des terrains où ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, comme des alternances de montée, descente, montée, descente. Et ça, leur muscle ne comprend pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on monte pas pendant 10 km et on descend pendant 20 km? Donc c'est pour ça aussi que c'est un sport qui est presque différent, presque. Ouais, ouais. Mais tu sais que le trail de la Côte d'Opale, où sont venus Patrick Bringer, Eric Clavry, comme c'était une manche du TTM, on a eu l'habitude d'être, dans ces années-là, c'était les coureurs les plus rapides, hein, et puis qui jouaient ce fameux titre de champion de France à travers ce circuit de course. On s'est mis, c'était un sacré niveau au départ de la course, et à la vitesse où il fallait courir avec tous les mondés sombres, mondés coupes, donc toutes ces bosses qui sont à l'intérieur de ce parcours-là, rendait la course très 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 difficile. On courait dans des dunes qui s'appellent les dunes de la Slack, sur un des bouts du parcours. Il y avait parfois un vent de face très très fort puisqu'on est en bord de mer. Il y avait la marée qui descendait, donc on courait sur le plage pendant 2 fois pendant 5 km. Donc la course, elle était très difficile parce que il y avait une multiplicité de choses très très différentes sur la course qui la rendait très très compliquée. Est-ce que ça, c'est pas du trail? Si, pour moi, ça en était, dans un endroit magnifique. Et alors, pourquoi j'y suis allé 8 ans? Parce que l'endroit, il était juste magnifique, parce que j'y ai vécu des super moments, parce qu'à un moment donné aussi, tu deviens pote, j'irai peut-être pas jusqu'à pote, mais en tout cas très complice, et j'adore cet organisateur-là. Et je lui reconnais aussi le fait de, grâce à sa course,
il a amené des gens comme moi à venir dans son département et sans ça, j'y serais pas allé. Je vais te reprendre l'exemple. On va beaucoup parler de la Bretagne, comme ça te fait plaisir aussi à chaque fois, mais ça me fait plaisir aussi à moi. Mais je serais jamais allé à Brest sur ces chemins derrière le phare à côté du trail du bout du monde. Et pour autant, ces chemins côtiers sont aussi magnifiques. Donc, ce sont nos courses, c'est ce sport-là, ce sont ces organisateurs-là qui génèrent du tourisme, qui génèrent des nuitées, qui génèrent des restaurations et qui font vivre aussi des personnes localement parlant et qui permettent à des Français comme moi, comme d'autres, de visiter la France et de la trouver belle à plein d'endroits. Et on est chauvin de notre département, mais on peut aussi la trouver belle à plein d'autres endroits. C'est ça qui est magique dans le trail, c'est cette découverte, je trouve, d'endroits, enfin, entre guillemets. Alors, on est déjà à 40 minutes et je l'ai même pas dit, mais vous pouvez poser vos questions à Thierry durant l'émission. J'essaierai d'en afficher quelques-unes parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà beaucoup de questions pour Thierry. Il y a une question d'Ivan qui dit Thierry, tu es dans une perspective de défi, de compétition ou encore de dépassement de soi. La période Covid sans compétition et avec une visibilité réduite sur le calendrier, comment la vis-tu? Est-ce qu'elle a eu un fort impact sur ta manière de t'entraîner? Je suis pas la bonne question. Je suis pas la bonne personne à qui il faut poser cette question-là. Je vais avoir deux réponses. Si j'avais 25 ans et que j'étais le coureur que j'ai pu décrire au début, celui avide de compétition qui s'entraîne très très dur la semaine et qui veut gagner, enfin parce que j'ai faisais beaucoup de courses dans une année, j'aurais été très 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 malheureux. Je l'aurais très 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 mal vécu. Après, non. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je fais des courses où je cherche à être, je chercherai à être le meilleur possible quand on pourra remettre un dossard, mais ça ne m'a pas manqué. J'ai 49 ans. J'avais quand même bouclé pas mal des choses que j'avais à boucler. On voit la chose d'une autre manière quand on a mon âge et quand on a vécu ce que j'ai pu vivre sportivement parlant. J'ai fait beaucoup de vélo. J'ai découvert Zwift l'année dernière. Donc voilà, sur Zwift, je me suis mis la race comme un malade mental. J'étais dans des courses au milieu de Thibaut Barognan, François Den. Enfin, c'est marrant parce que personne n'en a trop parlé, mais même Thomas Laure-Blanchet. On était plein de trailers ou d'ultra-trailers à être sur nos circuits de Zwift, à se mettre la ramasse sur le Tour de Watopia qui durait 5 jours d'affilée. Mais j'étais rincé complet. Moi, j'ai réussi à me mettre la misère pour des compétitions qu'à moi. On s'était lancé un défi avec des copains avec qui je fais du vélo à faire le plus de mètres de dénivelé en 1 heure en vélo. Donc j'avais donc toujours pareil, j'avais cherché quelle route me permettait d'avoir le meilleur prorata de peu de temps à redescendre pour avoir un maximum de temps à monter et en même temps d'emmagasiner le plus de mètres de positif. Donc tu vois, enfin le mec ça te quitte jamais quoi. Et bon voilà, moi ça me suffit. Et donc voilà, j'ai fait des semaines à 600 km de vélo il y a 3 semaines pour préparer un prochain défi dont je ne parlerai pas parce qu'il reste secret mais qui est juste oufissime. Voilà, j'ai appris à vivre autrement. Donc je dirais que comme d'autres, après je suis super optimiste, c'est-à-dire que moi je fais partie des gens, si tu me dis quand est-ce que les dossards on va les remettre, je te dis en juillet. Voilà, c'est ce que je crois, donc ça me permet d'être heureux. Si c'est pas le cas, je me dirais que ce sera dans 3 mois d'après. Mais j'ai pas 25 ans. Et c'est vrai que si j'étais un jeune de 25 ans qui a l'écro, je le vivrais pas très bien. Okay. Et donc pour le coup, enfin, ça va. Alors, tu en as parlé un petit peu, c'est venu même plusieurs fois dans notre conversation là, le fait de ne plus être un athlète du devant, enfin du moins des podiums, parce que tu restes quand même avec un niveau de dingue que j'atteindrai probablement jamais. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette transition, ce moment où tu t'es dit, bon bah là, ça y est, faut bien se rendre à l'évidence, les podiums, c'est plus pour moi. Il y a eu la relève qui est arrivée par là. Comment est-ce que ça s'est passé dans ta tête et comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là? Je sais pas. Là, là pour le coup, c'est un sujet qui est difficile parce que je suis pas sûr d'en avoir fait le deuil. Donc, j'en parle un peu au passé. Mais tu vois, en véritablement, je l'ai pas forcément vraiment enterré. Et même si je suis très conscient du fait que, alors que je gagnerai plus, non. Je pense que je suis quand même encore. Il existe des petites courses aussi. Hein. Il n'y a pas que des championnats du monde. Donc, que je gagnerai plus, non. Que je gagnerai pas une course longue, pourquoi pas. Je sais pas. Donc, voilà, j'ai pas enterré les choses. Je suis conscient du fait, par exemple, voilà, je suis plus en équipe de France depuis un certain nombre d'années, donc voilà, le top niveau, c'est d'être dans cette équipe-là. J'y suis plus depuis un certain nombre d'années, donc c'est quand même compliqué, hein, parce que quand tu as commencé à courir à l'âge de 10 ans, tu as connu quoi dans ta vie quand tu t'investis comme moi j'en parle depuis 1 heure? Il y a que ça qui compte globalement. Tu axes ta vie autour de ça. Ouais, c'est pas simple. Donc
il y a un truc qui me réconforte beaucoup, c'est que c'est une question que je me posais depuis très 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 longtemps. Et comment est-ce que tu vivras le jour où tu pourras plus gagner? Ouais. Et donc j'étais assez inquiet de ça, avec ce côté, est-ce que tu seras quand même capable de courir? Et le jour où je me suis aperçu que j'aimais tellement courir que je courrais quand même sans gagner, bah finalement ça m'a apaisé. Donc voilà, j'ai pas fait le deuil, je reviens dessus, j'ai pas fait le deuil. Si je peux essayer de gagner des choses, j'essaierai. En tout cas, je vais quand même continuer à me préparer comme un barjot, à essayer de faire le mieux possible. Par contre, quand j'ai fait la diagonale des fous avec mon frère et qu'on a couru, bon, on a fini 30, non, on a fini 60e, je crois, en 33 heures. J'ai trouvé ça sympa quand même, de pas se mettre la race chaque minute de bout en bout et de pas mal vivre le fait qu'un mec te double. J'ai trouvé ça sympa quand même. C'est une autre manière de courir qui était, voilà. En plus, j'étais avec mon frère. La course était juste fabuleuse. Donc voilà, finalement, un petit peu comme j'ai fait de la piste, du cross, de la course de montagne, de la course sur route et du trail. Donc je me suis réinventé et c'est pour ça que j'ai duré tout ce temps-là. Bah maintenant, finalement, j'ai encore trouvé d'autres choses à faire qui sont plus celles de monter sur un podium et d'être dans les meilleurs, mais en tout cas de s'épanouir. Et donc, j'ai plein de manières de m'épanouir sportivement parlant, que ce soit en course à pied et même dans une autre activité qu'aujourd'hui est le vélo qui m'apporte beaucoup de plaisir. Uniquement pour rouler avec des copains, même presque sans dossard, mais c'est pas grave. Hmm. Du moment que Ben, je me écoute, mette la race et que je fasse du sport à bloc, ça me va. eh ben, c'est vrai que c'est un beau message, du moins pour tous ceux qui sont encore, qui sont au top niveau et qui se posent aussi ces questions-là, parce que j'imagine que forcément, quand t'es au top niveau, bah, tu te dis, bah, un jour, comment ça se passera après? C'est des questions qu'il faut se poser en amont et que toi, tu t'es posé et que tu vis plutôt bien. Donc, c'est un beau message pour tous les autres qui font des podiums, actuellement. Euh, alors, j'avais une question, mais figure-toi que je l'ai oubliée. Si, ça y est, ça me revient. Alors, tu as parlé du fait de la FFA, que tu étais donc, du coup très investi dans la compétition entre les pays, entre défendre ton pays, défendre de ce côté compétiteur avec des courses officielles. Qu'est-ce que tu penses de cette structure qu'est la FFA et puis de ce dont certains parlent, de l'arrivée du trail au JO? Est-ce que toi, tu es favorable? Quel est ton avis sur ce sujet-là? Moi, mon avis, c'est qu'on doit continuer à protéger notre sport. Donc, est-ce qu'il faut que le trail fasse partie de la FFA? Moi, je vais dire, alors aujourd'hui, je suis plus en désaccord avec des choses que j'ai pu voir et lire ces derniers temps, mais je dirais oui. Pour moi, un sport, enfin, il doit avoir des règles et il doit y avoir une seule fédération pour que toutes les personnes soient dans la même fédération. Aujourd'hui, chacun, et des fois sous le nom d'un équipementier, veut créer son groupe de course non, ça veut dire que tout le monde s'éparpille, chacun va vouloir dire, moi je fais celui-là, moi je fais l'autre, où est le meilleur? Non. Pour moi, le but, c'est qu'il y ait une hiérarchie. Aujourd'hui, on sait un peu quelle est cette hiérarchie parce que quelque part, quand il y a Kylian Jornet, il est rarement battu, ou en tout cas, même grâce à la cote ITRA, souvent, quelqu'un qui a une cote ITRA au-dessus de toi, le truc est plutôt bien fait. Pourtant, j'étais pas un fervent défenseur de ça à la base, mais tu bats pas facilement quelqu'un qui a une meilleure cote ITRA que toi. Moi, j'ai fait des championnats du monde au Pays de Galles, je crois, où j'ai fini 5e. D'ailleurs, c'était mes derniers, où il y avait 5 tours. Bon, honnêtement, est-ce que ça, c'est l'avenir du trail? Non, je pense pas du tout. Est-ce qu'il faut que le trail aille vers ça? Non, je pense pas du tout. Je pense que ce qu'il faut, c'est que notre sport et que tous les athlètes qui adorent ce sport-là, est-ce que tu vas leur dire, est-ce que tu voudrais faire les JO dans ton sport? Je voudrais bien savoir qui va te dire non, quoi. Enfin, s'il y a bien un truc que j'aurais adoré faire dans ma vie, c'est de faire les JO dans mon sport, ça c'est sûr. Par contre, pour moi, évidemment, c'est en préservant ce que fait l'ADN de notre sport, c'est-à-dire que c'est pas sous prétexte que tu dois avoir du public ou des télés qu'il faut le prostituer et en faire n'importe quoi. Donc, si notre sport peut être au maximum de ce que l'on peut vivre, donc aux Jeux Olympiques, en restant ce qu'il est, c'est-à-dire un sport où, oui, tout le monde part sur une même ligne, et où il y a des ravitaillements tous les X kilomètres et pas du tout en te tend un gobelet tous les 3 kilomètres. Enfin voilà, si c'est l'ADN du sport que nous on connaît, comme les Templiers, comme l'UTMB, oui, oui. Si par exemple un jour les Jeux Olympiques sont en France et que le trail, les Jeux Olympiques c'est l'UTMB, en quoi ce serait pas bien?
Moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis que tous les pays du monde viennent avec jouent encore plus le jeu parce que c'est les JO et que toutes les nations soient présentes et que c'est aussi une fête. C'est le fait de rencontrer des gens. Enfin, grâce à ça, nous on a rencontré des coureurs de d'autres pays. On a été courir dans d'autres pays. Enfin, il y a un peu rien de plus beau, quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup, quoi. Mais une seule fédération, quoi. Alors, si c'est la FFA, c'est la FFA. Aujourd'hui, je suis pas une étiquette de FFA. D'ailleurs, je suis même pas licencié. Donc, tu vois, pour le coup, je suis plus licencié en ce moment. Mais une seule fédération et tous les athlètes sur une même ligne de départ pour savoir qui est le meilleur, moi, je trouve ça fantastique, quoi. Après, je suis compétiteur. Hein. Peut-être que mon discours peut ne pas plaire à tout le monde, mais tu fais un championnat de France de cross, bah, tout le monde est au départ. Tu fais un championnat du monde, bah, faut que tout le monde soit au départ. Ouais, non, mais bien sûr, ce sujet-là divise, c'est évident, parce qu'il y en a certains qui voient justement la dénaturation du sport, mais dans la version dont tu l'as décrit, en tout cas, moi, je suis totalement aligné. Si le sport reste le même, après tout, why not, hein. C'est vrai qu'on aime bien voir des Jeux Olympiques d'hiver, d'été, avec des gens qui se mettent la misère, voir des speakers qui nous mettent des frissons. Et puis, si tu imagines ça pour le sport que toi, dont tu es passionné, ben, tout de suite, ça te fait rêver. Enfin, moi, du moins, ça me fera envie, ouais, évidemment. Après, nous, on doit tous le défendre, c'est tout. Je veux dire, on doit signer des pétitions ou ne pas se présenter à des épreuves qui ne nous ressemblent pas si on veut pas les faire. D'ailleurs, tu vois, c'est un petit peu antinomique ce que je dis parce que j'ai bien fait un championnat du monde où il y avait 5 boucles, alors que quelque part, c'est pas dans mon ADN. Mais honnêtement, je me dis encore aujourd'hui, comment refuser d'aller faire une sélection avec l'équipe de France? J'aurais pas pu le faire, quoi. Je veux dire, c'était quand même le Graal d'y être. Et pour autant, voilà, ces 5 boucles, elles ne nous apportaient rien. Et le parcours était pas oufissime du tout, quoi. Mais en tout cas, c'était pour répondre à ta question, hein. À nous d'essayer de défendre notre sport. Parfois, je vois des courses où il y a des ravitaillements tous les 5 kilomètres, ça me gave. On tue le trail. C'est-à-dire qu'on veut faire en trail ce qu'on a fait sur la course sur route. Et si on a fait du trail, à un moment donné, c'est pour pas avoir cette assistance-là. Donc il y a des gens qui disent ouais, mais c'est pour aider les gens qui débutent. Mais ouais, mais les gens qui débutent, il faut leur expliquer la règle. Il faut les accompagner, il faut les aider. Il faut leur dire là, tu vas te lancer dans un truc ou non. Il faut vraiment que tu aies quelque chose pour porter de l'eau parce que pendant 10 kilomètres, tu n'auras rien. Tu n'as pas d'assistance et c'est comme ça que ça se déroule. Mais pour autant, il ne faut pas dire ben non, on va mettre des gobelets tous les 5 kilomètres. Ouais, je Juste suis aligné préserver les avec règles de ça. notre sport. Et c'est vrai que trop d'assistance tue un petit peu cet esprit du trail. Et effectivement, c'est de l'éducation à faire pour amener les gens aussi à gagner en autonomie et puis se faire plaisir sur des choses dont ils se seraient jamais doutés. Tu vois, par exemple, si un jour on m'avait dit perso que j'allais faire le GR20 en 5 jours parce que j'avais toute cette expérience de trail derrière et qui me permettait de pouvoir faire cette épreuve-là en petit peu de temps pour moi. Bah, c'est ça en fait vers les choses vers lesquelles on peut amener les gens à monter en compétence sur leur activité sportive. Eh ben, par l'éducation. Ouais. Notre sport il est différent justement par ce côté-là, donc il faut qu'il reste ce côté. Je dois me gérer et je ne suis pas assisté en permanence. On est d'ailleurs peut-être trop assisté, tel que c'est aujourd'hui encore le cas dans beaucoup de courses. Ouais, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui, j'ai l'impression, reviennent un petit peu à tout, à écarter de plus en plus les ravitaux, à en mettre de moins en moins, à favoriser même des fois l'autonomie totale. Vous avez que de l'eau et pas à manger. Enfin, il y en a comme ça, des courses qui reviennent vers ça. C'est plutôt intéressant. Ouais. Alors, on arrive déjà à 52 minutes et on n'a toujours pas parlé de ta nouvelle activité, enfin nouvelle, ça fait plus si nouveau que ça d'ailleurs, professionnelle de chef de projet chez Evadict. Produit, pardon. Ouais, pas projet. J'aimerais que tu nous racontes comment est-ce que on passe de commercial dans le café, c'est ce que tu nous disais que tu as ton activité précédente, à chef de produit pour un si grand groupe qu'est Decathlon. Comment est-ce que s'est fait cette transition et qu'est-ce qui, toi, t'a attiré dans cette mission, dans ce défi-là? Parce que c'était encore un défi, hein, on l'a dit, t'es quelqu'un de défi. Et c'était vraiment, j'imagine, un défi pour toi d'occuper ce poste. Et comment s'est passée cette rencontre?
Alors, la rencontre, elle est relativement particulière déjà. Alors, mais l'idée, c'est de se dire que je cours depuis que je suis tout petit et dans mes métiers, j'ai vendu beaucoup de matériel sportif. J'avais travaillé dans une petite enseigne qui s'appelait Sport et où j'avais aussi travaillé dans un intersport. Donc, les produits, je les connaissais, je les utilisais beaucoup et je me suis toujours intéressé technologiquement parlant à comment ils étaient faits puisque je les vendais, donc j'étais formé et donc c'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Quand le trail a débuté dans les années, pour moi, en 2006, je sais pas si tu te rappelles bien, mais quand tu avais un porte-bidon autour de la taille, tu avais plutôt des chances qu'il te fasse mal et qu'il rebondisse de tous les côtés, que de l'eau fasse floc au milieu des bidons, que tout ce qu'on te donne. Enfin, je me rappelle une des anecdotes, mais je partais courir un jour avec Dominique Chevelier dans un stage et je me demandais où je mettais la clé de ma voiture. Putain, on avait une clé de voiture, on sait pas où la mettre, quoi. Et donc forcément, moi, si tu veux, je me disais putain, mais comment ils font les mecs? Ils réfléchissent pas. On a besoin de choses qu'on n'a pas. Et donc dans les premières années où je fais les Templiers, je m'achète du matériel sportif que je découpe, je couds, je fais des choses pour me rendre des choses plus pratiques. 2009, quand je gagne les Templiers, je le gagne avec une lampe que j'avais achetée en Norvège qui servait à faire de la course d'orientation avec un système de piles dans le dos. Il y en avait 12, je crois. Ça faisait 1,5 kg les piles dans le dos. Mais j'avais un espèce de phare, j'y voyais à 300 mètres. Donc c'est pour dire que tu vois, je cherchais. Et par bonheur, en 2013, la marque Kalenji à l'époque, puisque c'était Kalenji qui s'occupait un petit peu du trail, cherchait un athlète à sponsoriser. Et donc j'ai été contacté, je les ai rencontrés. Et j'avais essayé de rentrer chez Adidas comme chef de produit, mais ils n'avaient pas voulu de moi, ce qui était certainement logique, parce que j'avais pas de cursus pour ça. Et par contre, quand la personne de chez Kalenji, le patron de la marque, Nicolas Pelletier à l'époque, voulait un athlète pour porter la marque, je lui dis moi non, je viens pas d'une marque à une autre. Par contre, je viens s'il y a une vraie raison et si derrière il y a un métier et j'ai envie de faire ce métier-là. Et lui m'a dit écoute, oui. Alors je vais la faire très court, hein. Il m'a dit oui, quelqu'un va t'apprendre le métier et on va t'embaucher. Donc je suis passé de commercial de café en Corrèze, sponsorisé par Adidas, à chef de produit chez Kalenji. Donc forcément avec un binôme pendant quasiment 2 ans, hein. Quelqu'un qui m'a tout appris. Alors c'est pas savoir s'il faut mettre un lacet sur un short et quelle est la taille, la profondeur des poches, hein. Mais bon voilà, comment tu gères ton métier, comment est-ce que sur un renouvellement de produit, comment est-ce que tu crées un produit, quels sont les jalons, avec quelle équipe, voilà, tout ce qui fait la vie j'ai un produit dans la tête, j'arrive à le vendre à le vendre à un groupe pour qu'ensuite on puisse le mettre et le développer. Donc ça, c'était tout ce que je ne savais pas. Et après, forcément, j'ai commencé donc sur le textile les premières années. Et on fait des voyages déjà, ce qu'on appelle des voyages offres. Donc on avait été aux États-Unis avec cette personne-là, qui s'appelait Jean-Luc Burnichon. Et donc on avait été faire la Speedgoat. On avait été dans le plus gros salon d'outdoor à la Speedgoat. C'est à quel endroit? C'est un endroit où il y a eu les Jeux Olympiques, Salt Lake City. Donc voilà, tu regardes, hein, tu regardes les gens courir, tu regardes quelles sont les coutumes. Notamment, on va régulièrement dans les grands pays de trail du monde pour savoir vers quoi vont les us et coutumes des gens. Aux États-Unis, les gens courent avec un bidon avec la main. Est-ce que demain en Europe, c'est quelque chose qu'il y aura, oui ou non? Le drop zéro, l'oversize, enfin voilà, tu dois quantifier, voir comment se passent les choses dans tous les pays du monde, parce que en plus, quand tu es chez Decathlon, tu es chef de produit monde, donc tu dois bien réaliser des produits qui correspondent à ta zone douanière, donc celle de la France et de l'Europe, mais aussi aux autres zones douanières. Et donc voilà, tu te poses beaucoup de questions, mais le gros avantage que j'avais, c'était très compliqué pour moi, informatiquement parlant. Déjà, j'avais jamais eu d'ordinateur. 8 ans après, ça reste une plaie. Mais pour le coup, j'ai un usage sportif et j'ai connu tellement de problématiques dans la course à pied que quand tu as galéré, que tu sois le premier ou le dernier, ça change rien. Mais quand tu es juste boutisme, que tu vas au bout du détail, que le moins de trucs, tu vois, quand à un moment donné, tu vas faire un produit, une des premières choses que j'ai fait un short dans lequel il y a 6 poches, dans lequel tu mettais une flasque de 250 millilitres devant, une derrière, tu pouvais mettre 2 gels à droite, 2 gels à gauche et un téléphone dans une note sous-poche. Slipé avec un cordon de serrage pour pas que ça tombe à 20 euros. Et donc tu es content parce que tu fais un produit qui correspond. Des shorts avec des poches, en 2013, il n'y en avait pas beaucoup. À 20 euros, il y en avait encore moins.
Et du coup, bah, ça aide une marque aussi à décoller. Alors après, je suis pas le seul. On est plein d'autres choses, des produits, chefs de produits. Hein. On parlait tout à l'heure du sac 15 litres que moi j'ai mis pour faire la diagonale des fous ou que tu as pu tester toi récemment. Bah, donc voilà, c'est juste pour dire, attention, hein, je suis pas Monsieur Evadict aujourd'hui puisque c'est la marque que dans lequel je travaille. Je suis pas du tout seul à faire des produits. Je suis un de ceux qui en font, assisté avec des ingénieurs, des designers, tout un tas de personnes autour. Mais voilà, j'ai la chance de cette vie qui était déjà à 200 à l'heure dans le trail, bah, je la vis encore à 200 à l'heure dans les heures de travail en plus maintenant. Donc c'est tout le temps que du trail ou que du sport et en tout cas que de la passion. Et même parfois, on est obligé d'aller dans des courses pour regarder ce que les gens portent ou pour leur demander. Tu te rends compte, c'est pénible hein, quand même. Ah, c'est vrai qu'il y a encore, en plus, on a la chance d'être dans un sport qui est assez jeune. Et il y a encore, Ouais. alors il n'y a pas de grosse révolution dans le sport. Chaque année, il y a des évolutions sur les chaussures, mais c'est pas des révolutions. Tu vois, c'est pas, on passe pas du smartphone, du téléphone à clapper à l'iPhone. Tu vois, c'est pas une révolution pure. Mais il y a quand même tout le temps des petites améliorations comme ça. Chaque année, on trouve des choses à améliorer les produits. Et à mon avis, dans les 10 prochaines années, on va encore connaître ce genre d'évolution. Euh, et c'est fascinant de voir ça avec cette expérience de 10 ans de décalage. Ah oui, tu vois, la première montre que je me suis achetée pour courir, c'était une montre Casio sur laquelle on pouvait mettre 30 temps. Donc quand on faisait 10 fois 400 mètres et qu'on voulait les temps de récup et les temps, tu vois. Et je me rappelle, mon entraîneur allait l'acheter au pas de la case parce qu'on n'en trouvait même pas en France et parce que ça coûtait un peu cher. Et tu te rends compte que, je veux dire, quand on courait, on savait pas quelle distance on faisait. Donc quand on écrivait sur un cahier d'entraînement ce qu'on avait pu faire, ben, on estimait que peut-être on avait mesuré une plaine des jeux, qu'elle faisait peut-être 1300 mètres. Donc j'ai fait 4 tours entre la piste et là-bas. Allez, j'ai dû faire 12 bornes aujourd'hui. Enfin, ce jour-là, tu vois. Et aujourd'hui, on a Mm. des montres GPS qui nous donnent notre cœur, le mètre de dénivelé. Alors, moi, j'ai jamais travaillé dans l'électronique et je travaillerai jamais d'ailleurs dans ce genre de produit dans lequel je serais pas bon. Mais te rends compte comment le sport peut évoluer. Quand je te parlais tout à l'heure, on a tous, parce que ça revient régulièrement, on a tous vu des numéros de VO2, je crois que ça s'appelait, ou Mm. d'endurance, avec des gens, un short splitté. Mais j'étais le premier à mettre des shorts splittés. Les bons vieux débardeurs à l'ancienne. Et puis, on a couru avec des sacs qui nous faisaient ultra mal sur le dos. Ils rebondissaient de partout. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. Je peux pas partir quelque part et si je croise quelqu'un sans devoir lui donner un conseil. Déjà, tu as ce côté-là. Chaque personne que j'ai croisée, j'ai regardé ses pieds, chez quelle chaussure il a. Et puis, je peux pas m'empêcher. Les 2 dernières fois où j'ai couru cette semaine, la semaine dernière, 2 fois, je me suis arrêté, j'ai parlé 1 heure avec une personne. Je suis rentré à ma femme, je lui ai dit, je suis désolé, ma chérie, j'ai couru même qu'1 heure. Je suis parti 2 heures, mais je suis tombé avec quelqu'un, j'ai discuté 1 heure avec lui. Ça, je peux pas m'en empêcher. Et c'est aussi une des forces de quelqu'un qui est chef de produit, c'est cette envie de toujours dialoguer, chercher, comprendre, parler. Les choses, elles viennent pas de toi. Et tu fais pas des produits pour toi. Tu fais des produits pour les autres. Alors parfois, tu as un produit qui va peut-être plus correspondre à ta pratique, mais en tout cas, tu fais surtout pas des produits pour toi. Et moi, par exemple, compétiteur, la plupart des produits que j'ai faits, ils sont pas faits pour des compétiteurs, puisque chez Decathlon, on s'adresse beaucoup au grand nombre. Et donc, c'est pas pour toi que tu fais les choses, mais c'est bien parce que tu as écouté les gens, c'est bien parce que tu regardes les gens et que tu leur poses beaucoup de questions et que tu comprends leurs problématiques. Mais bon, en même temps, entre un premier et un dernier, à part la vitesse de déplacement et le temps du dernier qui est plus long que le temps du premier, la problématique reste à peu près la même. Mm. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est intéressant. Alors, je trouve ça fascinant, cette capacité que tu as eue à vivre de ta passion qui est la course à pied. En général, hein, on le voit, hein, tu es passionné, au-delà du trail en lui-même, tu es passionné de vraiment de l'acte de course à pied, de courir. Et Ouais. c'est génial d'en être arrivé à cet objectif. Quel conseil tu pourrais donner, parce qu'il y a tout un débat sur la professionnalisation de la pratique de la course à pied pour les athlètes élites. Quel conseil actuellement qui serait valable là en 2021-2022, parce que la professionnalisation de la part des fédérations, c'est pas encore pour aujourd'hui. Euh, Tu pourrais donner à un athlète élite pour vivre de sa passion.
Alors, je l'ai pas connu, donc je peux pas en parler. J'ai jamais été pro de mon sport. J'ai vécu comme un pro dans la mesure où je me suis entraîné comme un pro et j'ai mis la dose d'entraînement comme un pro, mais en ayant des heures de travail à côté. Et je sais que c'est compliqué aussi d'être un pro parce que tu es obligé de t'entraîner. Moi, j'ai jamais été obligé de m'entraîner. Je me suis obligé. Et quelque part, quand avoir une activité à côté, c'est être épanoui, même si ça génère des contraintes, c'est compliqué, t'as pas le temps de faire d'autres choses. Oui, il y a plein de choses que j'ai pas le temps de faire. Mais parce que je décide aussi que tout le temps que je peux consacrer, je le consacre à m'entraîner. Et que aussi j'ai la chance que ma femme, mes filles, elles ont forcément un peu subi mon mode de vie ou des voyages que j'ai eu à faire ou ce week-end non on va pas aller voir la famille mais on va aller faire le trail de Tartampion parce que j'ai trop envie de le faire et c'est très égoïste comme démarche mais moi j'aurais pas pu être j'en aurais quelque part tu me dirais est-ce que tu en aurais rêvé je te dirais oui mais je sais aussi quelque part que j'aurais été moins bon parce que c'est compliqué de se dire est-ce que je vais courir à 9h putain il pleut alors je sais pas j'ai peut-être à y aller à 10h que à midi quand t'as pas le temps, parce que tu as un créneau de 2 heures, s'il pleut, t'en as rien à faire, tu mets un pantalon de pluie pour pas te mouiller au début, et puis tu vas quand même. Et donc, ça t'oblige aussi à être très exigeant, ça t'oblige à avoir des vraies valeurs, parce que le travail te donne quand même globalement des valeurs un peu plus fortes encore, c'est-à-dire que t'en chies pour arriver à tout faire, et donc du coup, le dimanche, t'as quand même pas envie d'abandonner beaucoup, d'ailleurs, si tu regardes l'ensemble de ma carrière, tu trouveras pas beaucoup de lignes d'abandon, c'est une ligne de conduite que je m'étais donnée. Et puis aussi, voilà, tu t'es entraîné pour ça, tu vas au bout. Donc, pro, tant mieux pour ceux qui veulent l'être et qui peuvent l'être. Je vois bien, hein, j'ai même été surpris quand tu as eu Thibaut Barognan dans ton émission de voir que, par exemple, il l'était. Tu vois, même des gens que j'ai côtoyés comme ça, j'adore Thibaut, je savais pas qu'il s'était donné ces moyens-là. Et je le critique pas, hein, surtout. Hein. Je dis bravo parce que si tu as eu envie de le faire et que tu es capable de le faire, c'est très bien. Je ne sais pas si moi j'aurais réussi à être aussi exigeant et aussi entre guillemets bon de ce que j'ai pu faire dans ces conditions-là. Donc je ne donnerai pas des conseils pour ça. Dans une vie d'homme, moi j'ai été épanoui de travailler, d'avoir une famille et de m'entraîner beaucoup. Je dis bien, je pense que j'ai été égoïste et potentiellement il aurait fallu l'être moins en consacrant plus de temps aux autres. Et finalement, il y a beaucoup de gens comme ma femme actuellement qui forcément consacrent plus de temps pour moi, pour qu'on se déplace comme je le veux, m'entraîner comme je le veux, enfin tout ça. Mais bon, pour moi, le travail était important, malgré tout. Et important, aujourd'hui encore. C'est un équilibre. Alors, je rebondis grâce à une question de Fleur. En tout cas, quand je vois des enfants dans des écoles, puisqu'on me demande d'intervenir en tant qu'athlète ou ex-athlète dans des écoles, alors là, ça coupe. Je t'écoute, c'est bon, tu peux y aller. Oui. Je vois la question, donc je pense que c'était ce que tu voulais me dire, et donc du coup, je viens d'y répondre. Hein. Ma famille, alors à un moment donné, quand tes filles, elles ont 7 ou 8 ans, elles viennent avec toi, et quand elles en ont 14 ou 15, elles te disent c'est bon, on en a ras-le-bol de venir, tu nous fais avec la course à pied, et donc elles viennent pas, mais maintenant, mes filles ont 22 ans et 20 ans, et elles sont, je pense, relativement fières de ce que j'ai pu faire. Elles m'ont toujours aussi beaucoup encouragé. Après, c'est normal qu'elles le voient de cet œil-là, je pense. Elles trottinent un petit peu de temps en temps. Elles aiment la course à pied. J'en ai quand même une qui a réussi à être avec un trailer, donc forcément, j'adore mon gendre. Et quand il vient à la maison, je lui dis regarde, il y a telle chaussure sur lesquelles je travaille, ou est-ce que tu veux mettre tel nouveau short. Donc voilà, c'est super agréable. Hein. Mais oui, la famille suit. En tout cas, ma femme a été d'une énorme aide, hein, d'autant plus dans le trail, où dans le trail, il y a ces fameux ravitaillements. Et ma femme, depuis 10 ans, elle est sur toutes les courses. Quand il y a une course qui dure toute la nuit, comme l'Ultra Trail de Madère, elle, avec une voiture de location, elle connaît pas les routes. Elle est stressée de savoir si elle sera bien avant moi au prochain ravitaillement pour me tendre un sac. Forcément, j'arrive, je m'arrête 1,5 secondes, comme le font tous les athlètes élites, et je repars. Et puis, quand je suis de mauvaise humeur, je suis même pas sympa. Ça m'est arrivé assez souvent parce que je suis très exigeant, et donc comme j'aime ma femme, je suis aussi très exigeant avec elle, et je suis aussi très exigeant avec moi. Donc c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est plein d'exigences et qui voulait autant performer que je le voulais. Mais elle venait, donc on était ensemble. Et grâce à ça, on a voyagé dans plein de pays. Donc il y a aussi tous les moments avant et après qui sont pas ceux stressants de la course à pied et qui sont que des super bons moments à vivre. Hein. Courir aux États-Unis, on y a été ensemble. C'est pas désagréable de passer 15 jours aux États-Unis avant et après la course.
Ouais, c'est sûr que ça fait des moments de vie de famille qui sont inoubliables parce que on vit une aventure en couple ou même en famille qui est juste incroyable. C'est génial. Moi, j'adore voir les familles qui sont au ravitaillement à assister les personnes enfin les trailers qui vont arriver. C'est souvent génial de voir les enfants qui aident papa ou maman d'ailleurs. Donc, ok. Alors Thierry, on arrive déjà à 1h10, ça passe toujours très très vite. Il y a pas mal de questions qui sont affichées et que je pourrais pas, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Et j'en suis fortement désolé pour tous ceux qui ont beaucoup de questions qui sont très intéressantes. Thierry, tu le sais, j'ai une question, enfin même deux, pour terminer ces émissions. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures et notamment ce défi dont tu n'as pas voulu nous parler? Où est-ce qu'on peut suivre toutes tes aventures? Tu as entendu ma Alors moi, je suis question? un énorme communicant, d'une manière très simple, hein. C'est-à-dire que j'écris comme on écrit tous les jours et qu'on parlera à son voisin, hein. Je vais pas des romans. Je suis un énorme communicant, mais je disais comme je parle à mon voisin. C'est sur ma page Facebook ou bon voilà, c'est sur ma page Facebook. Le défi pour lequel je me prépare et qu'on fera quand on aura le droit. En fonction des règles sanitaires, parce il faudra pas qu'il y ait un couvre-feu, par exemple. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est après, il y a une partie avant 19h, une partie après 19h, et ça va durer sacrément longtemps. Et c'est pas de la course à pied. Mais comme c'est pas moi, et je suis invité par un autre sportif bien plus connu que moi pour réaliser ce défi. C'est pas moi qui en suis le maître. Donc voilà, il y aura des direct live. Moi, je fais souvent des direct live quand je pars courir, quand je pars faire du vélo. Et là, c'est ma femme qui m'accompagnera avec l'épouse de cette personne. Donc à un moment donné, personne s'y attendra et on sera en train de faire cet énorme défi. Donc moi aujourd'hui, je cherche pas, comme je te disais, ma notoriété elle est derrière moi, en tout cas ce que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai une page Facebook, je raconte ma vie un peu au jour le jour. Je partage des belles choses que je peux vivre, les gens que je croise et autres, et c'est uniquement sur ma page Facebook. Et quand je dis page, hein, c'est un Facebook classique, puisque c'est même pas ma page athlète que j'ai plus de mal à alimenter. Je Ok, préfère le côté super. très simple de la page où on n'a pas l'impression d'être un athlète. Je préfère, voilà. D'accord. Alors du coup, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Et là, tu peux répondre ce que tu veux, sportif, pas sportif, professionnel, pas professionnel, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Moi, je sais pas, j'ai même pas envie de me souhaiter quelque chose à moi, quoi. Tu vois, alors moi, des défis, je vais m'en mettre tout seul, ou demain, j'ai peut-être croisé quelqu'un qui va m'en proposer un et je vais dire oui tout de suite. Donc voilà, j'ai pas besoin qu'on me le souhaite, en tout cas. Et j'aurais plutôt envie de terminer sur le fait de se dire qu'on fait un sport fabuleux. Je le dis souvent, hein, on fait un sport fabuleux. On a la chance de pouvoir faire du sport et de vivre des choses incroyables. On n'a pas parlé d'esprit sportif, d'esprit trail. On en a parlé parfois à d'autres, et parfois certains veuillent qu'il n'y en ait pas. Moi, je pense qu'il y a un esprit trail. En tout cas, c'est celui que nous, on a dans nos têtes, qu'on est capable de propager les uns aux autres. Toi, tu organises ce genre d'émission tous les mercredis soirs, qui est celle de justement de parler à des gens, de leur permettre de donner la parole, de parler à d'autres. Ce matin, dans Bref fait du trail, il y a un mec qui disait: j'ai croisé quelqu'un qui m'a pas dit bonjour en courant. Voilà, je trouve que ça, c'est par exemple, c'est quelque chose de désolant. Enfin, un putain de magnifique sport. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tout le monde s'éclate à le faire. Bah, en plus, je travaille dans ce milieu-là, dans ce milieu du trail. Moi, ce que j'ai plutôt envie de souhaiter à tout le monde, c'est éclatons-nous tous ensemble avec un super esprit trail dans tous les trails de France et du monde, quoi. Pour moi, moi, je vais le trouver, mon bonheur et mon plaisir, que ce soit demain en allant courir à côté de la maison, ou à la Diagonale des Fous, ou dans le défi que je prépare avec quelqu'un d'autre. Donc non, vivons tous une belle vie de trail tous ensemble, dans un bel Eh ben, esprit. c'est un très très beau message c'est une très très belle façon de clôturer cette émission. Merci beaucoup Thierry parce que tu nous as partagé vraiment beaucoup de ton histoire. C'est pas toujours simple de le faire, surtout en live. Donc tu as très très bien réussi Ouais. l'exercice. J'ai beaucoup apprécié cet épisode. J'espère que vous aussi, du moins dans l'espace commentaire, c'est l'impression que j'ai que l'épisode a beaucoup plu. Merci beaucoup Thierry encore une fois d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions.
Et puis, je te souhaite un très très bon défi et en espérant que 2021 te soit bénéfique autant professionnellement que aussi pour tes trails et puis pour tout le reste. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors je vous avais pas menti, hein, si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu autant qu'à moi. C'était vraiment un échange très 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 intéressant, très riche. Comme vous l'avez vu, on a appris plein de choses sur son parcours à Thierry. Et on peut s'inspirer de son envie et de sa motivation pour nous-mêmes nous progresser et ne jamais rien lâcher pour atteindre nos propres objectifs. Alors on n'est pas toujours obligé d'aller viser les podiums, mais on peut viser ses propres podiums. C'est quelque chose aussi qui peut être très intéressant à viser, ses propres objectifs. Je vous rappelle, pour vous fixer vos objectifs, vous pouvez utiliser l'acronyme SMART, S-M-A-R-T, avec un petit E même à la fin pour certains. Donc avec spécifique, mesurable, adapté et donc réalisable dans le temps. Donc avec le petit E à la fin aussi qui peut avoir un impact environnemental aussi. On peut aussi se rajouter ce petit élément dans le SMART qui peut être intéressant. Donc voilà, essayez de calibrer vos objectifs pour vous. Si l'épisode vous a plu, eh bien n'hésitez surtout pas à le partager. C'est ce qui m'aide le plus et surtout aussi à noter l'épisode, donc 5 étoiles de préférence avec un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous plaît dans cette émission Café Trailer, dans ce podcast Café Trailer. C'est ce qui m'aide à progresser aussi personnellement et à améliorer toujours le podcast pour continuer d'inviter des passionnés comme Thierry. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui a vraiment une très très grande valeur pour moi d'avoir ces retours bienveillants et puis même ces avis constructifs aussi pour améliorer. N'hésitez pas à me faire vos retours pour des conseils d'amélioration du podcast. Je les prends toujours avec un grand plaisir. Voilà, et écoutez, encore une fois, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas aussi à me taguer quand vous écoutez le podcast sur Spotify notamment. Vous pouvez me taguer en story et je vous repartage avec grand plaisir. Voilà, et écoutez, je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode de Café Trailer. C'était François et Thierry. Bye bye.